Bon après-midi, bonsoir. Enfin, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à la 9e Assemblée publique annuelle du Centre international de recherche en développement, ou CRDI. Je m'appelle Margaret Biggs. Je suis présidente du Conseil des gouverneurs du Centre. Pour préciser que la réunion se déroulait dans les deux langues officielles, des écouteurs pour une interprétation sont à votre disposition au fond de la salle. La réunion est également enregistrée sur support vidéo pour être utilisée à l'extérieur. So, we're on camera. Cette année a été une période extrêmement productive et gratifiante. Et je suis très fière de tout ce que le Centre a accompli grâce à son équipe, beaucoup est ici avec nous, de direction dans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible. Nothing could be done without the terrific. Rien n'aurait été possible sans la magnifique équipe du CRDI, et plusieurs d'entre eux sont ici. Et merci aussi aux gouverneurs, membres du Conseil, de leur grand dévouement et inébranlable engagement à s'acquitter des responsabilités relativement à la gestion du centre. Et, si vous me permettez, j'aimerais vous présenter les gouverneurs qui sont ici ce soir. Alors, le vice-président, Chandra Madramuthu. Ensuite, Barbara Trenholm, qui est présidente du comité des finances et de la vérification. La journée a été longue. Voilà. Marianne Chambers, présidente du comité des ressources humaines. John MacArthur, président du comité d'apprentissage de rendement et de stratégie. Ensuite, Alana Boyd, Dr. Dominique Corti, Scott Gilmore et Shaynur Kocha. Et bien sûr, le président du CRDI, Jean Lebel. Merci à tous. Le thème du rapport annuel du CRDI est la recherche pour relever les défis mondiaux. Et que ce soit les objectifs de développement durable, les ODD, l'accord de Paris, la crise des réfugiés, crise mondiale, les changements climatiques et leurs répercussions, les zones de conflit, etc. Il y a d'énormes défis à relever dans notre monde. Il nous faut donc poursuivre la recherche. Nous avons besoin de nouvelles données probantes, de nouvelles idées, nouvelles innovations pour trouver des solutions. Et il nous faut la capacité de mettre ces idées à l'échelle et de les adapter aux circonstances. Et ensemble, nous allons arriver aux objectifs de développement durable si nous trouvons de nouvelles solutions à de graves problèmes et de nouvelles solutions pour les enjeux nouveaux et émergents. Alors, dans le courant de la journée, il est évident qu'on devra discuter de ce que l'humanité fait face aux enjeux planétaires, à la paix, à la prospérité. Alors maintenant, plus que jamais, alors qu'on approche du 50e anniversaire du CRDI, je pense que plus que jamais, le monde a besoin du CRDI et d'autres CRDI parce que sa mission est très importante pour autonomiser les acteurs locaux, pour développer le savoir, identifier des innovations, mettre de l'avant des solutions qui améliorent la vie des gens dans le monde en développement. Et c'est une chose de faire de la belle recherche. Il y en a beaucoup, mais c'est autre chose de pouvoir utiliser cette recherche et la mettre en pratique afin d'influencer les politiques, pour miser sur les politiques et aider le plus grand nombre de personnes pour changer les impacts localement, idéalement nationalement et même à l'échelle mondiale. Et pour obtenir des impacts à l'échelle, et ça c'est très important dans le plan stratégique du CRDI, il faut se poser 3 grandes questions. Comment allons-nous harmoniser notre travail au sein du milieu mondial et par rapport aux objectifs de développement durable? Et collaborons-nous avec les bons partenaires, les meilleurs au bon moment pour tirer le maximum? Et
avons-nous identifié des idées, des solutions qui pourraient et devraient être mises à l'échelle? Alors voilà certaines des questions qui occupent beaucoup le personnel du centre jour après jour et le genre de questions que le Conseil lui-même se pose avec la direction, de sorte que le rendement de notre investissement financier, mais autre également, ait vraiment un impact solide. Et c'est le genre de questions que le Conseil se pose. Et on a eu beaucoup de discussions sur la prévoyance et la surveillance, vu tous les changements qui sont survenus dans le monde. Et depuis un an, il y a eu beaucoup de rapports sur les programmes, sur le contrôle du rendement. Tous les processus d'apprentissage et de dissémination ont été examinés. Nous voulons extraire les meilleures choses possibles de tout le travail qui a déjà été fait. Nous avons mis de nouveaux processus en place pour ce faire. Le Conseil a amorcé avec la direction une réflexion sur le positionnement au centre dans le contexte de la recherche au service du développement. We're looking at the research for development landscape. Nous voulons faire de la recherche pour le développement et voir comment le CRDI s'inscrit au mieux là-dedans. A également lancé un examen de mi-parcours du Strategic Plan from 2015 to 2020, dans le cadre duquel il examine ses possibilités de partenariat et réévaluer ses outils de communication pour promouvoir le rôle du centre dans une optique stratégique visant à renforcer l'impact et l'influence exercée à l'échelle nationale et dans le monde. Et les trois questions clés que je viens de décrire et les thèmes d'impact mondial, partenariat et l'apprentissage, la mise à l'échelle, et d'ailleurs, certains illustrent ce que certains de mes collègues gouverneurs ont vécu lorsqu'ils sont allés en Afrique de l'Est pour examiner la recherche qui se faisait là-bas, quelles en étaient les répercussions. Et c'était justement pour les projets soutenus par le CRDI au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et alors, ces occasions, si je peux parler au nom de ces collègues, sont précieuses car elles aident les membres du Conseil à mieux comprendre tout le travail qu'accomplit le CRDI et ce que cela donne sur le terrain et le genre de partenaires avec qui on travaille. Et cet été, je pense, je n'y étais pas, mais je pense que les gouverneurs, encore une fois, ont appris que le modèle unique du CRDI de travail en milieu local avec les chercheurs là-bas aide à trouver des solutions innovatrices sur le terrain. Et ça a été particulièrement évident à ce moment-là. Aussi, au Kenya, par exemple, les gouverneurs ont appris comment la recherche est bénéfique pour les femmes et les jeunes dans le secteur agricole qui ont les possibilités de vraiment s'en servir là-bas. L'agriculture, ou enfin, l'économie du Kenya repose beaucoup sur l'agriculture qui contribue directement jusqu'à 24% du PIB. Et le secteur représente également 65% des exportations du pays et beaucoup d'emplois de nature informelle. Les initiatives du CRDI, dont on a parlé au gouverneur pendant leur visite, étaient vraiment des projets très innovateurs qui mettaient à l'épreuve la faisabilité et la valeur d'utiliser des insectes comme principal aliment des poissons et des volailles. Bon, on sait que les insectes ont une teneur plus élevée en protéines que certaines options conventionnelles comme le soja. Ils ont aussi un meilleur rapport coût-efficacité et leur production aide vraiment les femmes et les jeunes à gagner leur pain en milieu rural. Ceci a été soutenu grâce au fonds Cultiver l'avenir de l'Afrique, COLTI-AF, une initiative qui appuie les solutions à améliorer la sécurité alimentaire en Afrique du Sud et de l'Est. Alors, le partenariat du CRDI avec le Centre australien pour la recherche agricole internationale est très important. Ça a été créé pour copier le modèle du CRDI il y a plusieurs années.
Alors, la deuxième phase du partenariat a été lancée au Kenya à la veille de l'arrivée des gouverneurs. Et l'initiative traite de certains des thèmes qui sont au cœur de ce que fait le CRDI et sa façon de définir la valeur c'est-à-dire harmoniser notre travail au sein de la communauté mondiale, collaborer avec les bons partenaires, dans ce cas-ci australiens, et améliorer le contrôle et l'apprentissage afin d'identifier de nouvelles possibilités. Alors, c'était là vraiment une chose particulièrement emballante qu'ont vécu les gouverneurs lors de cette dernière visite. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en apprendre un peu plus là-dessus. Le président de CRDA, M. Lebel. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier la direction, les employés et les partenaires du centre sans lesquels aucun de ces travaux de centre n'aurait été possible. So, I'm going to turn now Alors, je vais maintenant donner la parole à Jean. On a un John aussi, pour nous parler un petit peu plus de ce que le CRDI a accompli au cours de l'année et après quoi nous allons entendre deux chercheurs du CRDI, Robert Hofstede et Sandra Gagnon, qui vont s'adresser à vous pour parler de certaines de ces initiatives très intéressantes, pour que vous compreniez mieux le genre de recherche, de résultats et d'impact que le CRDI peut avoir. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les changements climatiques et la sexospécificité. Alors, merci beaucoup, Margaret. Well, good evening. And, I'll give you a way with my name that Bon, je vais vous donner un petit moyen de vous rappeler de mon nom. Je l'ai déjà dit souvent. D'ailleurs, vous ne l'oublierez plus. Je m'appelle Jean Lebel. On m'appelle aussi Jean Lebel. Et à ce moment-ci de l'année, Jingle Bell. Et je réponds aux trois. Alors, merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup, Margaret, de votre gentille introduction et de votre perspective du CRDI. Et j'aimerais remercier les gouverneurs avec nous aussi ce soir et le personnel surtout. Le directeur régional de notre bureau en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, de même qu'en Afrique, qui sont tous des nôtres ce soir. On ne les voit pas assez souvent au CRDI parce qu'ils sont sur le terrain. Si vous voulez bien vous lever, Federico, Catherine, Endio et Catherine qui n'est peut-être pas là. Bon, alors, l'autre Catherine, voilà. Alors, bienvenue à Ottawa aussi. Bienvenue à ceux qui nous observent sur l'Internet ou qui nous suivront plus tard. And I will use the two language, Et je vais utiliser les deux langues, de Molière et de Shakespeare. Alors, si vous voulez des écouteurs, c'est le moment d'aller en chercher. Rapport annuel du CRDI intitulé « La recherche pour relever les défis mondiaux » met en lumière le rôle joué par les chercheurs en temps de crise pour surmonter les obstacles à long terme. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, un grand nombre de ces crises sont survenues partout sur la planète. Nous avons toutefois aussi pu remarquer que des progrès ont été réalisés en ce qui a trait à l'harmonisation des efforts déployés à l'échelle internationale afin de relever ces grands défis auxquels nous sommes tous confrontés. Ici, au Canada, notons en particulier que le gouvernement fédéral a lancé la nouvelle politique d'aide internationale féministe du Canada. Cette politique novatrice permet de mieux définir la contribution du Canada en vue d'atteindre les objectifs du développement durable. Comme plusieurs d'entre vous le savez, le CRDI s'inscrit dans l'action du Canada en matière d'affaires étrangères et de développement. Nous croyons que le Centre est bien placé pour jouer un rôle de première importance et favoriser l'atteinte de ses objectifs nationaux ainsi que de ses objectifs internationaux. In 2015, IDRC... En 2015, le CRDI a lancé son plan stratégique quinquennal, comme l'a dit Margaret. Ce plan ambitieux souligne comment améliorer notre impact dans le monde en développement et comment y arriver
pour soutenir les efforts de développement internationaux du Canada. Le plan harmonise les ambitions du CRDI avec les priorités du Canada, de même qu'avec les besoins présentés par les régions en développement. Le plan est guidé par 3 objectifs stratégiques. Investir dans le savoir et l'innovation pour le changement positif de grande échelle, préparer les chefs de file d'aujourd'hui et de demain et être un partenaire de choix pour un plus grand impact. Alors, nous sommes maintenant à mi-parcours de ce plan et nous réfléchissons sur le progrès et évaluons la route devant nous. Du point de vue du CRDI, nous voyons plusieurs choses qui sont cruciales pour accomplir les ODD, la politique d'aide internationale du Canada et les objectifs du plan stratégique. D'abord, nous devons miser sur les succès. Les défis qui demeurent ne sont pas simples. Alors, il nous faut transformer les petits succès en grands succès pour surmonter ces défis tenaces et persistants. Deuxièmement, nous devons développer la capacité des gens, surtout les femmes et les jeunes, pour qu'ils prospèrent dans un monde de savoir, d'innovation et de changement constant. Troisièmement, nous devons trouver des façons efficaces de passer de défis à solutions. Oui, nous pourrons y arriver grâce au réseau de savoir et de compétences mondiaux. Cette façon, par exemple, les décideurs, disons, de Colombie pourront plus facilement apprendre d'autres expériences similaires ailleurs. Je vais donc étoffer un petit peu chacun de ces points. Ces 3 points-là avec l'aide d'exemples. Premièrement, l'importance de miser sur les succès que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. Comme certains d'entre vous le savent, pour atteindre les objectifs de développement durable, il faudra investir environ 5 à 7 000 milliards de dollars. Alors, je répète, 5 à 7 000 milliards de dollars. Je ne sais pas c'est combien de zéros, mais c'est plusieurs. C'est une somme faramineuse, surtout quand on tient compte que du fait que l'aide publique au développement à l'échelle mondiale se situe à environ 140 milliards de dollars par année. Cet écart signifie que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, surtout si un projet réussit dans un pays donné et peut avoir des répercussions positives ailleurs. Plus tôt cette année, à la suite des efforts de notre équipe Agriculture et Environnement au CRDI, et j'ai pu visiter un projet en Inde qui constitue un très bel exemple de l'importance de miser sur les succès que nous avons déjà obtenus pour en obtenir des plus grands encore. Et c'est un projet qu'on fait en partenariat avec le ministère des Affaires globales. Je sors de mon texte parce que c'est très simple à expliquer. Vous savez qu'il y a... Je sors de mon texte et mon staff me regarde et disent « Non, sors pas de ton texte ». En Inde, comme ailleurs dans le monde, on sait qu'il y a des problèmes qui sont liés au manque de nutriments qui sont essentiels pour la vie. Le fer pour l'anémie, l'iode en période de gestation pour les femmes. Le CRDI, il y a près de 30 ans, a commencé à financer comment on pouvait ajouter ces suppléments, ces micronutriments à l'intérieur de l'alimentation. Et ça a donné lieu à une initiative qui s'appelle l'initiative des micronutriments et qui est devenue Nutrition internationale. Alors, il y a plus de 25 ans, on a investi dans un petit projet. Ce petit projet-là a évolué, il est devenu gros, le gouvernement canadien l'a supporté. Ça a eu un impact mondial, notamment en Inde, où ce problème-là était criant. On ajoute de l'iode au sel, une chose qu'on fait dans nos pays, et on arrive à des meilleurs résultats sur la santé. Cette technologie-là a évolué et des chercheurs en Inde qui avaient été formés au cours de toutes ces années-là ont mis au point une nouvelle technique où ce n'est pas seulement l'iode, mais c'est également le fer qui est ajouté au sel et sans arrière-goût, sans décoloration du sel pour pouvoir résoudre non pas un problème, mais 2 problèmes. La déficience en iode, la déficience en fer. Nous avons visité ce projet-là à Jaipur au mois de septembre. Et présentement, le projet atteint 15 millions de personnes. Dans le monde, c'est un potentiel de près de 1 milliard de personnes qui souffrent à une période de leur vie, particulièrement des femmes et des enfants, de déficience en iode ou en fer. À travers cette méthodologie simple qui a été développée à l'origine au Canada, qui a duré sur une période de 25 ans, a évolué, a permis la construction de moulins de raffinage pour le sel,
partout en Inde. Et à travers le leadership de l'équipe de recherche indienne, ils se sont appropriés cette technologie-là, ont développé une nouvelle manière de faire pour maintenant avoir 2 nutriments et on pense maintenant en avoir 5 à court terme. Et tout ça est déployé à une échelle qui, comme je vous le disais, fait une différence énorme présentement entre 10 et 15 millions de personnes dans l'Inde rurale bénéficient présentement de cette aide-là. Et on pense qu'au cours des prochaines années, d'un district, d'une province, d'un État, on pourra passer à l'ensemble du pays. Voilà 25 ans de travail initié par le CRDI et de multiples autres acteurs qui fait une différence dans la vie des gens et des femmes. Second example is about building the capacity. Deuxième exemple, c'est renforcer les capacités des gens pour qu'ils soient adaptables et résilients toute leur vie. La semaine dernière, j'étais au sommet sur le genre à Montréal et nous savons que dans le monde entier, en recherche, il nous manque beaucoup de femmes chercheurs. Elles ne sont pas présentes. Elles sont présentes pas dans tous les domaines et elles sont souvent confrontées à des obstacles. Nous savons, par exemple, que dans l'ensemble du monde, au niveau du premier cycle, les femmes représentent 50% des étudiants. Quand on commence à regarder les études supérieures, au niveau du doctorat, il n'y a que 28% dans le monde entier qui sont des femmes. Alors, il y a un écart, un vide. Les femmes ne participent pas autant. Que peut-on faire pour améliorer cela? 2 choses auxquelles nous pensons. Avec le gouvernement du Mexique, on a identifié un écart de chercheuses dans le domaine de la science, de la technologie, et non seulement dans ce domaine, mais en plus aussi pour les populations autochtones. Alors, avec l'appui du gouvernement mexicain et le CRDI, nous avons créé un programme qui a été annoncé lorsque le premier ministre Trudeau est allé au Mexique afin de cibler jusqu'à 15 jeunes femmes autochtones qui auront maintenant les outils nécessaires pour travailler dans le monde de la science, de la technologie et du génie. On fait du travail similaire avec les femmes scientifiques dans le tiers-monde et ça, c'est un investissement que nous allons faire avec des amis en Suède aussi et avec l'UNESCO. Ceci nous aide à libérer le potentiel des gens dans le monde entier, surtout les femmes, qui pourront relever des défis difficiles et ambitieux grâce à cette bonne formation. Ça, c'était mon deuxième point. Troisièmement, de la façon dont nous pouvons trouver des moyens efficaces de relever des défis en trouvant des solutions efficaces. Et celle-ci, ce n'est une qui m'a surprise cette année. J'ai été invité par la Banque interaméricaine de développement à participer à un atelier sur le développement des outils d'éducation, de la formation pour renforcer les capacités et former les gens à un meilleur potentiel pour trouver un emploi. Et ce travail a servi de documenter en Amérique latine quels sont les moyens utilisés par les professeurs, par les écoles, par les ministères de l'Éducation pour améliorer l'enseignement. So it's fascinating because, Alors, c'est fascinant parce que, voyez-vous, j'ai appris qu'il y avait tellement d'outils disponibles. On finance la recherche. C'est la recherche qui porte sur les outils qui sont les plus efficaces pour développer le potentiel des gens de sorte qu'ils soient plus compétents en milieu de travail. Quand on regarde l'augmentation de la productivité pour des choses comme la réduction de la taille des salles de classe, pour l'apprentissage, ça coûte cher. L'apprentissage est limité. Donc, il faut des données probantes. Mais si vous leur donnez des tablettes avec un renforcement de capacité des professeurs ou un bon plan d'enseignement, les enfants apprennent beaucoup mieux. Maintenant, ce sont là 2 exemples extrêmes. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Pourquoi est-ce que je trouve cela fascinant? Parce que cela montre que la recherche ne se fait pas simplement en laboratoire, sans penser à une application. Au fil des ans, il y a une équipe de chercheurs en Amérique latine qui ont vérifié dans plusieurs pays quelles étaient leurs pratiques, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait fonctionner et comment peut-on traduire cela. Alors, où
pour la communauté de la recherche, oui, mais qui plus est, pour les ministères de l'Éducation qui doivent prendre des discussions en fonction des budgets disponibles et de ce qui fonctionne dans leur milieu. Alors, nous offrons des options pour améliorer l'apprentissage, mais aussi pour maintenir les coûts à un niveau acceptable. Tous ces défis peuvent paraître énormes, mais en même temps, il faut parler, écouter ce que nos leaders innovateurs ont à dire à une conférence. Et ça me rappelle que cela fait partie de l'ADN du CRDI, de trouver ces talents sur le terrain. Et c'est quelque chose que l'on fait tous les jours pour libérer ce potentiel, pour ouvrir les débouchés et pour prêter assistance au travail qui se fait pour soutenir les ODD. Donc, nous aidons aussi le gouvernement du Canada comme société d'État à maintenir de bonnes relations avec Affaires mondiales Canada et d'autres ministères. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir eu au fil des ans une bonne interaction avec les gens sur le terrain, les gens qui font une différence, que ce soit les décideurs politiques ou les chercheurs. Et tout cela ne serait pas possible sans la bonne gestion et les stratégies qui sont offertes par notre conseil de gouverneurs ainsi que par notre personnel spécialisé. Et je tiens à souligner les contributions du personnel du CRDI dans tout ce cheminement. Pas seulement dans les programmes, mais aussi en administration, en communication, aussi en TI. Et je sais que je vais oublier quelqu'un et je sais que quelqu'un me le dira. Je n'ai pas été mentionné à l'Assemblée publique annuelle. Mais pour le plaisir de nos invités, je demanderai à tous mes collègues du CRDI de se lever parce que c'est grâce à vous que notre organisation prospère et améliore le monde jour après jour. Levez-vous. Merci infiniment. Vous êtes le CRDI. Margaret, à vous la parole. Merci beaucoup, Jean. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter deux des étoiles du CRDI, Robert Hofstede et Sandra Gagnon. Robert est directeur associé du changement climatique au CRDI. Le centre travaille sur les questions de changement climatique depuis plus de 10 ans et veille à ce que les communautés vulnérables dans les pays en développement reçoivent des solutions bien adaptées et avec un bon rapport coût-efficacité. Il est écologiste tropical de formation et a 25 ans d'expérience en gestion environnementale et développement rural. Il a un doctorat en biologie de l'Université d'Amsterdam. Il est avec nous depuis 2016. Il est accompagné de sa collègue Sandra Gagnon, qui est agente de programme au programme des changements climatiques ici. Elle se concentre sur l'adaptation au changement climatique grâce à la gouvernance collaborative. Avant de se joindre à nous, elle travaillait à l'Institut international de développement durable où elle travaillait sur les politiques environnementales internationales. Des hautes études internationales et du développement de Genève, axé sur la participation des collectivités autochtones à la gouvernance des ressources naturelles. So, thank you very much for the two of you to come here. Alors, merci tous les deux. Ils vont nous donner un petit aperçu du travail qu'ils font. Au changement climatique et de la sexospécificité. Okay, over to you, Robert and Sandra. À vous la parole. Thank you very much. Thank you very much for this introduction. Bonsoir. Bienvenue tout le monde. Good evening. It's a pleasure for us, my colleague Sandra. C'est un plaisir pour nous, ma collègue Sandra Gagnon et moi, de vous parler de ce que nous faisons en matière de changement climatique ici au CRDI. Nous allons vous expliquer un petit peu comment on essaie de comprendre les changements, comment on contribue aux mesures positives pour les hommes et les femmes, et on va vous montrer les répercussions à l'échelle, comme Margaret l'a dit au début. Comment y arrivons-nous? Par la recherche et en évaluant les répercussions.
Alors, les changements climatiques sont la plus grande menace que nous ayons jamais eue. Et cela nous touche tous, peu importe où l'on vit, sur la côte quelque part, dans les tropiques, à Ottawa, dans le désert de l'Afrique subsaharienne ou dans une grande ville de Chine. Cela nous touche tous de bien des façons. La nutrition, le revenu, les emplois, l'environnement en tant que tel, la chaleur. Mais il y a un paradoxe également. Le changement climatique crée de nouvelles occasions d'investissement, des occasions de plus grande inclusion, des occasions de différentes agricultures, de sorte qu'on ait des aliments plus diversifiés sur le marché. Le changement climatique, plus particulièrement, touche les communautés vulnérables du tiers-monde et dans cette communauté, les femmes et les enfants plus particulièrement. Ces aspects sexo-spécifiques créent de magnifiques occasions d'inclure ces femmes, ces jeunes filles, en fait, d'en faire des agents de changement. Elles peuvent être les meneuses, les chefs de file dans ces changements. Alors, dans ce petit cheminement, au cours des prochaines minutes, nous vous amènerons dans les Caraïbes pour vous montrer comment nous comprenons ces changements. Nous allons vous présenter en Afrique du Nord pour vous montrer comment cette démarche sexo-spécifique fonctionne et ensuite en Afrique subsaharienne pour vous montrer les impacts sur leur quotidien. De plus en plus, les gens dans ce monde, de notre monde vivent en ville. Les villes deviennent les territoires les plus importants pour le développement, avec des milieux environnementaux entourant les milieux urbains. Et 80% maintenant des populations vivent en ville. Donc, nous faisons de la recherche dans 33 villes maintenant pour mettre au point des stratégies plus résilientes face au changement climatique. À Cartagena, une ville de 1 million d'habitants dans le pays de la Colombie, on reçoit 2 millions de touristes par année, 2 fois plus que la population, à cause de son architecture et de ses belles plages, etc. Mais c'est aussi le foyer de plusieurs pêcheurs qui vivent dans la baie de Cartagena. Mais à cause des changements climatiques, il y a tellement de fluctuations de température que la sédimentation s'accentue. Cela crée de la pollution qui affecte la vie des poissons, les coraux, la santé, qui dégage des odeurs dans la baie. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour les gens, les pêcheurs, les touristes, enfin pour personne. À cause du manque de connaissances, les gens se blâment les uns les autres. Les pauvres blâment les riches les pauvres, l'industrie les touristes blâment tout le monde. Alors, ce qu'on fait au CRDI, c'est qu'on a établi un protocole de contrôle de sédimentation, d'hydrologie, de toxicologie et même de l'évaluation de la santé des gens. Et cela nous a donné une compréhension mutuelle parce que ce contrôle a été fait par les différentes parties prenantes, l'industrie, les parties intéressées, enfin, le gouvernement et les pêcheurs eux-mêmes. Cela a donné plus que de simples connaissances, mais des preuves que c'était un effet des changements climatiques sur la pollution. Ainsi, tout le monde était au diapason. On a donc essayé de trouver une solution conjointe pour avoir un plan d'action qui a été adopté par la municipalité, qui l'a mis en œuvre, et ensuite par les conseils maritimes locaux. Et ces mesures de contrôle ont été adoptées par le gouvernement national. Au Maroc, avec notre collègue Sandra Gagnon. Merci Robert. Au Maroc, dans la vallée du Tensift, les inondations et l'érosion due au débordement de la rivière Ourika sont de plus en plus fréquents et les systèmes d'alerte précoce ne sont pas suffisants pour bien protéger la population. Dans le cadre d'un projet de recherche que nous avons développé avec l'Université de Moncton et l'Association marocaine des sciences régionales, nous nous sommes demandé comment aider les plus vulnérables. Il s'avère que les femmes sont en première ligne lors de ces événements extrêmes. Elles sont donc des victimes, mais elles sont aussi celles qui sont à même de penser et mettre en œuvre des solutions. En privilégiant une approche genre, nous avons développé avec les femmes de la région une stratégie fondée sur l'expérience locale, la participation des femmes
et le déploiement des technologies de l'information et de la communication. Par exemple, un groupe Facebook a été formé par plusieurs femmes qui participaient au projet à l'aide des intervenants. Et lors des dernières inondations, celles vivant en amont ont publié des photos, des commentaires et des vidéos pour que celles vivant en aval sachent ce qui s'en venait. Les femmes se sont aussi regroupées en coopératives pour développer des alternatives économiques, comme par exemple le compostage ou la production de plantes médicinales. Ces activités s'intègrent et viennent renforcer les solutions d'adaptation qui sont proposées par le projet plus largement, comme par exemple la restauration des zones dégradées. En somme, tout au long de ce processus, qui a touché jusqu'à 1000 femmes environ, celles-ci ont réalisé que leurs observations et leurs opinions sur leur environnement immédiat avaient de l'importance lorsque venait le temps de la prise de décision. Certaines sont devenues même leaders de leur coopérative. Ensemble, elles ont commencé à avoir un certain contrôle sur le développement de leur communauté. Elles se sont donc autonomisées. À toi, Robert. Merci beaucoup. Voilà qui prouve que la plupart de la recherche que l'on fait inclut directement les populations locales. Et en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Est, je pense qu'on sait que les changements climatiques menacent beaucoup l'agriculture. Les pluies et la température ne concordent plus maintenant et ne concordent plus avec les connaissances des gens pour leur agriculture, ce qui menace la sécurité alimentaire. Alors, en recherche, nous avons soutenu par l'Université de Makerere et Carlo au Kenya des façons d'obtenir de meilleures informations sur la météo et d'avoir des réponses contrôlées à cette nouvelle météo. Alors, mais ce n'était là que la première étape. Maintenant, il faut voir comment acheminer cette information à la population. Quelle est la meilleure façon d'y arriver? Ça sera la prochaine étape de la recherche. Et j'espère que lorsque le Conseil des gouverneurs a visité le Kenya, qu'il a pu voir ce travail. La recherche qui est faite en matière de météo et en agronomie a dû passer ensuite à la recherche sur la communication et les enjeux sociaux pour être certain que les gens disposent bien de la bonne information et ce plus rapidement que par les méthodes traditionnelles avec des conseillers en agriculture. On utilise des technologies plus modernes, y compris les possibilités du secteur privé avec les téléphones cellulaires pour envoyer des messages textos, transmettre l'information aux agriculteurs. Ceci a aidé à quelques 200 000 familles qui ont pu améliorer leurs pratiques agricoles et qui ont amélioré leur économie de 40 à 60 %. Et plusieurs de ces familles incluent des ménages dirigés par des femmes. Et ça n'a pas seulement eu des répercussions localement. Les gens qui étaient dépendants de l'aide alimentaire peuvent maintenant produire des aliments. Et la recherche, grâce à cette recherche, nous les avons appuyés pour qu'ils renseignent leur gouvernement national. Le gouvernement national fait partie des négociations internationales sur les changements climatiques. Ces chercheurs ont développé avec les négociateurs au débat international une proposition voulant que l'agriculture soit incluse dans l'accord de Paris. Car nous avons maintenant beaucoup de changements climatiques. Après l'accord de Paris, nous sommes passés d'un débat global à une action collective. Nous sommes passés du désespoir à l'espoir. Et dans le cadre de cet espoir, on avait un soutien congrès des voix du Sud dans le débat mondial. Nous avons planté une graine avec la recherche en Afrique. Les négociateurs ont été informés par les chercheurs et on réussi. On était avec 5 ou 6 personnes pour appuyer ces chercheurs pour qu'ils puissent informer les négociateurs à la réunion sur les changements climatiques. Et cette proposition est maintenant inclue dans l'accord de Paris. Alors, il y aura maintenant beaucoup plus de ces possibilités grâce à la collaboration internationale et qui inclut l'agriculture de petite échelle en Afrique. La recherche en la matière est très importante. La recherche en la matière nous aide à comprendre. Je pense qu'on a prouvé qu'on fait de la recherche en météorologie, en agrologie, en
recherche climatique, recherche sociale, économique et sur les changements climatiques. Et la recherche crée des possibilités, en identifie les obstacles à l'application, au développement de ces possibilités pour amener les applications à l'échelle. La collaboration avec ces institutions de recherche locales crée du leadership, crée des gens qui peuvent mettre en pratique les solutions. Mais depuis 10 ans, le CRDI a investi plus de 200 millions de dollars dans ce genre de recherche sur le changement climatique partout dans le monde. À peu près 60 millions de livres en partenariat avec le Royaume-Uni qui nous a fait confiance pour faire une partie de la recherche mondiale en collaboration avec ce pays. Ce ne sont là que 3 exemples. Nous avons un catalogue de 260 solutions différentes. Pour l'année qui vient, nous nous sommes engagés à essayer de mettre en pratique ces solutions, les mettre à l'échelle et veiller à ce qu'elles soient financées parce que c'est une occasion unique de voir la recherche de la contribution du Canada, du CRDI, influencer le débat international. Merci beaucoup. Thanks very much. Merci beaucoup, Robert et Sandra, de votre présentation. Le travail que vous faites est vraiment renversant. J'espère que la ministre McKenna est au courant et bien d'autres Canadiens. Alors, le changement climatique et la sexospécificité sont 2 sujets vraiment cruciaux pour le CRDI et on a beaucoup de compétences là-dessus. Vous nous avez parlé aussi des complexités à relever sur le terrain. Et c'est pourquoi les solutions doivent aussi être complexes et variées. Il faut faire intervenir toutes sortes de disciplines. Vous nous avez dit comment vous impliquez les gens des localités dans votre recherche et comment vous travaillez à renforcer les capacités locales. Et vous nous avez également dit comment vous pouvez faire du travail local et l'acheminer jusqu'aux négociations sur les changements climatiques à Paris et avoir un impact mondial. Alors, je veux que vous sachiez que c'est un bel exemple, mais il y en a beaucoup d'autres comme celui-là pour le CRDI. Alors, merci infiniment. C'était une très belle illustration du travail du CRDI. Alors maintenant, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci de votre présence. Nous espérons que vous avez trouvé ces présentations très intéressantes. Nous serons heureux de répondre à vos questions en anglais ou en français. Vous pouvez procurer des écouteurs à l'arrière de la salle pour obtenir un service d'interprétation. There's also microphones that you... Il y a aussi des micros dans la salle. Vous pouvez venir au micro pour poser des questions. N'oubliez pas de vous présenter pour qu'on sache qui est là. Alors, vous pouvez vous adresser à n'importe qui ici, probablement pour Robert et Sandra, mais à Jean et à moi aussi. Alors, à vous la parole. Avez-vous des questions? Maybe I have to ask questions for you. Je vais peut-être devoir poser une question pour vous. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Odia Barnett avec l'Institut interaméricain pour la coopération et l'agriculture. Je voulais simplement féliciter Robert et son équipe pour ces résultats incroyables parce que bien souvent on fait de la recherche sur le terrain, mais de l'avoir traduite en pareils résultats en période aussi difficile que maintenant, je pense que ça mérite d'être louangé. Vous avez donné un exemple d'un projet dans les Caraïbes, à Cartagena, et je me demandais si vous avez pensé, disons, à la recherche qui serait nécessaire pour que les pays des Caraïbes soient plus résilients lors de conditions météo extrêmement violentes, surtout le secteur de l'agriculture. En fait, les aider à être plus résilients et à se remettre sur pied en production le plus rapidement possible. Je pense
aux répercussions indirectes que subissent ces pays à cause de ces événements très violents. Merci. Je suis heureux que vous ayez parlé de notre équipe ainsi que de nous-mêmes, parce que nous sommes les deux chanceux qui sommes ici pour faire la présentation, mais notre travail vient de plusieurs années de travail avant même que nous nous joignions à l'équipe d'une vingtaine de personnes ici, entre Ottawa, Montevideo, Nairobi et même ailleurs. Votre question est tout à fait pertinente. La recherche qu'on a faite à Cartagena, qui est la ville côtière en Amérique du Sud, mais nous avons beaucoup d'initiatives en cours pour voir comment créer des liens, si vous voulez, entre les risques de catastrophes au changement climatique au niveau de la recherche. Peut-être pas directement dans la façon dont ça peut se traduire dans le secteur agricole, et je vais vous l'expliquer parce que pour le moment, on cherche encore à voir comment les catastrophes, les ouragans, nommément dans les Caraïbes, et il y a d'autres catastrophes aussi qui n'ont rien à voir avec le climat, mais pour ce qui est relié au climat, ce sont surtout des ouragans. Donc, nous essayons de recueillir l'information pour voir dans quelle mesure cela se rattache au changement climatique. Et on travaille avec le Centre des Caraïbes de météorologie qui est situé à Panama et avec l'Université de West Indies aussi, pour obtenir l'information et voir quel est le cycle climatique. Et d'après cela, comment devons-nous relier le secteur des risques de catastrophes avec les ministères de la Sécurité et des soutiens sociaux, relier cela donc à la recherche sur les changements climatiques et aux politiques connexes, qui est le secteur de l'environnement. Donc, il y a un manque de concordance entre la recherche et les politiques. Et dans plusieurs domaines où l'on travaille, on a travaillé sur de très petites îles des Caraïbes jusqu'à des plus grandes, comme à Cuba et en République dominicaine et en Jamaïque. Et l'agriculture en milieu urbain, les secteurs ruraux, l'agriculture en milieu rural et urbain est presque la même. Donc, en incluant le domaine de l'agriculture à la recherche, c'est préférable. Nous voulons être certains que nous sommes bien préparés aux catastrophes, que cela fasse partie de la résilience plutôt que de simplement réagir après coup à une catastrophe qui coûte beaucoup plus cher. Mais vous avez bien raison et j'aimerais bien voir comment on pourrait, avec ces plans de préparation aux urgences, et on peut mieux harmoniser aussi avec les secteurs de l'économie. Merci. Julia Tchevkovska, je travaille à Affaires mondiales Canada sur l'aide internationale, la recherche. J'ai une question double en deux parties. Robert, vous avez dit qu'il y avait plus de 250 solutions que vous espérez mettre à l'échelle et en application l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait avoir accès à ces solutions? Je serais bien intéressée de les voir. Et ma deuxième question a trait à une nouvelle politique d'aide aux femmes qui a été annoncée au printemps. On essaie de joindre les plus marginalisés, les plus vulnérables, mais est-ce que vous avez des pratiques exemplaires, non seulement pour joindre les femmes et les filles, mais les femmes et les filles autochtones, les plus pauvres, celles qui ont des handicaps, etc. J'aimerais bien savoir ce que le panel a à dire là-dessus. Merci beaucoup. La première question est facile à répondre. Je ne peux pas revenir en arrière à la diapo parce que je n'ai plus mon cellulaire, mais sur une diapo, il y avait le lien. Et si vous voulez avoir toute l'information, le Wayne Hill est juste à côté de vous et c'est la personne ressource, celle qui s'occupe de la mise à jour de l'adaptation et la mise à jour du catalogue, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de la deuxième question, eh bien, je vais demander à Sandra et peut-être Jean à répondre à cela. Bon, je vais continuer en français.
Pendant les peuples autochtones et les vulnérables et les plus vulnérables des communautés, c'est toujours un effort supplémentaire qu'il faut faire pour réussir à les atteindre parce que nécessairement, si on est présent, par exemple, on fait de la recherche qui ne dure pas très longtemps, on va seulement voir la surface et on ne va pas pouvoir parler et atteindre les plus vulnérables. Donc, c'est important de s'assurer qu'on les atteint et une des façons qu'on peut faire, c'est d'être sur place et d'aller vers ces gens et de ne pas seulement se fier à ce que nous disent les dirigeants ou même les gens qui sont représentants des gouvernements, mais un peu chercher à aller autour et aller parler aux personnes. Finalement, ce qu'on fait, nous, c'est du travail avec les personnes. Donc, c'est en parlant avec elles qu'on arrive à vraiment connecter et avoir un impact. Peut-être, Jean. Yeah. To complement, and your question was pointing. Votre question parlait de l'apprentissage et de la compilation d'informations. Vous le savez, on est allé à la même réunion. On a eu cette conversation avec Affaires mondiales. C'est l'un des domaines où on a décidé de collaborer davantage. Toutefois, on a eu une conversation au sujet des stratégies avec le Conseil et la haute direction. Et l'un des aspects qui émane, c'est la dimension sexo-spécifique, les femmes des groupes les plus vulnérables. Qu'avons-nous à apprendre au-delà des projets individuels? Et ça peut paraître une question pour laquelle il est facile de répondre, mais pourtant cela mérite réflexion. Il y a quelques années, le CRDI a eu un processus d'évaluation externe et on a identifié qu'il y avait de graves lacunes en matière d'intégration sexo-spécifique à nos projets. On a pris cela à cœur et on s'est demandé comment on pouvait améliorer le processus de programmation pour les inclure. Alors, c'est une très bonne harmonisation avec les politiques féministes mondiales et ensuite, c'est comme vous dites, on en viendra au partage. Mais pour le moment, on essaie de voir comment compiler tout cela et voir si on va au-delà des ODD qui ne sont qu'un objectif, enfin, pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat en matière de développement. Quel est le gros impact, le gros changement qu'on cherche? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec l'habilitation économique des femmes qui mène à une meilleure éducation, une meilleure santé? On y croit. Mais il faut que ce soit prouvé à l'échelle qui fasse une différence pour avoir des politiques qui soient logiques et qui nous aideront à atteindre certains de ces objectifs et nos ambitions comme pays, mais aussi les ambitions des gens qui sont sur le terrain, qui vivent ces défis en temps réel dans la vraie vie. Thanks, Jean. I think we'll go to this microphone. Maintenant, passer à ce microphone-ci. Bonsoir, je suis Colton, je suis étudiant de 3e cycle de l'Université d'Ottawa. Merci merci aux conférenciers pour vos présentations. J'étais en Ouganda pendant l'été. Je vois l'incidence du changement climatique dans ce pays-là. Ma question est la suivante et s'adresse à M. Lebel, aux autres conférenciers également. Comme on a déjà dit, on met l'accent sur les plus vulnérables et ça, c'est harmonisé avec la nouvelle politique en matière d'aide publique. Mais quelles sont les dispositions qui sont intégrées dans les mesures qui sont prises par le CRDI pour intégrer les jeunes? Il y a une bulle démographique, en fait, dans ces pays, surtout en Ouganda. L'âge médian en Ouganda est de 15 ans, finalement. Donc, on a besoin de faire participer les jeunes activement à la recherche. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises à cet égard? C'est une bonne question, dit Jean. Nous vous avons présenté notre travail sur le changement climatique et c'est complexe. Nous avons trois volets. Nous avons l'économie inclusive, l'innovation et la technologie, l'autre, l'économie et l'environnement. Et dans ces domaines, il y a du travail qui se fait. Il y a également des activités qui sont menées directement auprès des jeunes, parce que, comme vous dites, il y a une bulle démographique en Afrique, en Haïti, en Amérique latine, etc. Et c'est très, très important. Il y a plusieurs aspects.
Nous avons un volet de nos programmes qui touche l'éducation, qui touche donc la santé infantile et la santé des femmes jeunes également. Et nous avons également des volets qui portent sur la responsabilisation économique et la transition économique également. Nous ne savons pas comment sera l'économie à l'avenir. Là, je pense à l'Asie, à l'Afrique, et si on ne l'étudie pas, alors maintenant, pour mieux comprendre le contexte, on va faire face aux problèmes donc d'ici 10 ou 15 ans. Alors, si vous voulez connaître un peu plus de nos programmes auprès des jeunes, vous devez peut-être vous adresser à Federico, qui est notre vice-président des programmes. Mais c'est quelque chose dont on tient compte dans tous les programmes que nous offrons. Merci beaucoup. Deux questions. Ensuite, on va leur fournir des réponses. Moi, je suis Kagam Masso. Je travaille pour l'initiative en matière d'azote international et je travaillais récemment à l'Institut de l'agriculture tropicale. Moi, j'ai participé à un des projets du CRDI. J'aimerais vous féliciter du tout le bon travail que vous effectuez. Ceci étant dit, j'ai deux questions ou observations comme vous voulez. Premièrement, vous êtes sur le terrain et vous avez cerné les besoins. Le président du CRDI a parlé du montant nécessaire pour régler les problèmes. La question est la suivante. Comment le CRDI travaille-t-il avec d'autres organisations pour appuyer les gens dans les pays en voie de développement pour minimiser le dédoublement des efforts? Parce que ça, c'est une perte d'efficacité. Deuxième question, observation, vise Robert et Sandra. Félicitations pour le bon travail que vous effectuez. Si vous voulez, si quelqu'un veut contribuer au travail que vous effectuez, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux? Merci beaucoup. Alors, votre question. Merci beaucoup. César de Monestar. Canada and of the African Diaspora Association of Canada. So, Alors, vous avez répondu en partie à ma question. Ma question porte sur l'environnement. Vous avez parlé en fait de l'environnement, vous avez parlé de la sexospécificité, c'est très très bien, félicitations. J'aimerais en savoir un peu plus. Ou avez-vous peut-être des documents où c'est une question qui se pose au vice-président également. Il y a donc l'essor démographique en Afrique et le président Lebel l'a déjà effleuré, mais que faites-vous exactement pour ce qui est de la santé des terres et de la production alimentaire? Et il y a également la question socio-économique et le développement sur le plan des droits. Peut-être je vais trop loin là, mais tous, je suis sûr que vous êtes au courant de ce qui suit. En Inde, on parle du lien entre les terres de piètre qualité et l'augmentation du suicide chez les agriculteurs et les famicides également. Alors, c'est une question assez complexe, mais merci beaucoup. Merci d'avoir posé cette question qu'on posait. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Jean, voulez-vous commencer? Oui, merci de vos mots gentils. J'aimerais donc souhaiter mes meilleurs souhaits auprès de ceux qui travaillent à l'ITA. Alors, nos partenariats. Dans le cadre de nos objectifs stratégiques, on veut faire plus de partenariats. Alors, sur deux plans, donc, travailler avec les chercheurs, avec les agences qui travaillent dans le domaine que nous. Est-ce qu'on peut finalement faire en sorte qu'il y ait plus de ressources pour que les ressources correspondent aux besoins de recherche. Ça, on a fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Le montant de fonds que nous gérons de sources externes de la Norvège, du Royaume-Uni,
de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Fondation ULIP, du Centre australien de la recherche en agriculture. Alors, il ne faut pas les oublier parce qu'on travaille avec eux. Je pense que je n'ai oublié personne. Mais ça représente en fait 25% de notre revenu, de notre budget finalement. Et pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, on le fait pas parce qu'on est à la recherche de fonds supplémentaires. Non, c'est pour savoir comment on peut se doter de meilleures ressources, de meilleures connaissances, de meilleurs programmes pour les gens sur le terrain, pour que les gens sur le terrain puissent faire leur travail, trouver des solutions à même la recherche et intégrer ces solutions dans leur politique. Alors, c'est une caractéristique importante. César, j'ai oublié votre nom de famille. Ce que vous dites est assez important. Je pourrais vous donner une liste des activités que nous menons à bien. Non, mais je pense que la question que vous posez est comme suit. Comment est-ce qu'on peut s'occuper de ces défis surmonter ces défis multiples? Si la sécurité alimentaire était en fait un problème de production alimentaire, on aurait déjà réglé cela. Non, ça continue à exister. Pourquoi? Parce que ça fait partie intégrante de l'humanité. Il ne s'agit pas tout simplement de la production alimentaire. Il y a également le contexte social. Il y a le système politique qui existe. C'est également à cause des politiques qui sont en œuvre. Alors vous allez me dire, que faites-vous donc? Et c'est là où il faut faire la recherche. La recherche est importante et je vais faire référence à notre évaluation de mi-parcours. Alors on se pose la question suivante. On nous dit, voici les solutions pour s'occuper des questions complexes. D'accord. Mais au CRDI, on met à l'essai des possibilités pour l'avenir. Et le travail présenté par Sandra et Robert peuvent s'appliquer à la politique sociale, au niveau de l'agriculture également. Tout dépend de la démarche et avec qui on travaille finalement, parce qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il ne faut pas essayer de trouver la solution. Il ne faut pas seulement travailler avec un seul groupe. Il ne faut pas seulement se concentrer sur une seule science. On a besoin d'intégration. C'est un nouveau défi. On est en train de définir une nouvelle approche. Alors, restez à l'écoute. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait pas de progrès. Non, mais il y a des questions importantes telles que celles que vous avez évoquées. Merci beaucoup, Robert. J'aimerais ajouter quelque chose. Du point de vue personnel, j'aime beaucoup votre question, César. Comme Jean a dit, ce sont des questions importantes. La recherche peut être unidirectionnelle, mais une chose qui me motive, c'est que je travaille dans une organisation. On fait de la recherche dans l'environnement agricole. On met à contribution les technologies. On travaille dans le domaine de la création d'emplois et de la santé, etc. C'est difficile pour moi d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le domaine du changement climatique. On essaie de mettre toute cette recherche à contribution. Alors, on travaille avec d'autres partenaires. Il y a certains partenaires qui travaillent directement dans les laboratoires, mais nous posons des questions différentes. Les collègues qui travaillaient à ITA, il va le confirmer certainement. Vous avez parlé des possibilités qui existent pour vous de travailler avec nous. Restez à l'écoute. Nous sommes une organisation et nous sommes là depuis un an, Sandra et moi, et au sein de notre équipe, nous avons déjà 5 ou 6 nouveaux collègues. Pas parce que les autres collègues sont partis, mais c'est vraiment parce qu'il y a un roulement naturel des gens qui sont talentueux
sont invités à travailler ailleurs également. Donc, certains de nos collègues travaillent auprès de d'autres organisations. C'est chouette parce que ça nous permet de rester en contact et ça nous permet de recruter. Il y a toujours des possibilités et Jean opine du bonnet. Alors, merci beaucoup. Les deux prochaines questions et on va répondre à ces deux questions et à la fin de la réunion, vous allez pouvoir poursuivre vos conversations avec le personnel. Alors, les deux dernières questions. Merci beaucoup. Je m'appelle Margaret Hubert. Je dirige la filiale de l'association de la capitale nationale. Alors, j'ai plusieurs choses que j'aimerais vous dire. Alors, pour ce qui est de changement climatique et les jeunes, j'aimerais revenir à quelque chose quelqu'un a dit. Alors, le 27 novembre, notre affilié jeune, en fait, va organiser une soirée de réseautage autour du thème suivant. Sommes-nous prêts à confronter les crises climatiques qui s'en viendront? Alors, ça n'intéresse pas seulement les organisateurs jeunes de cet événement, mais ça intéresse également les membres jeunes et les associés jeunes également qui travaillent avec nous. Maintenant, le louange, c'est pour le CRD. C'est grâce à votre appui au cours des années qui viennent de s'écouler qu'on a pu vraiment faire ce qu'on a fait pour rejoindre les jeunes sur les questions internationales qui intéressent les Canadiens, y compris le changement climatique. Alors, et l'espoir maintenant que j'ai pour Robert Sandra et d'autres collègues qui travaillent au CRDI, si vous avez le temps, joignez-vous à nous le 27. Les détails se trouvent sur notre site web parce que les jeunes qui vont y être veulent entendre un message positif. Ils ne veulent pas qu'on leur parle uniquement des désastres, des crises. Merci. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Merci beaucoup. Merci, Margaret. Allez-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Philippe Ongui. Je suis chercheur indépendant dans le domaine du développement international. Ma première question s'adresse à Jean Lebel. Je me demande ce que fait le CRDI, à part la recherche, pour renforcer la capacité des institutions de l'éducation supérieure, parce qu'on sait la qualité et n'est pas à la hauteur, pas parce qu'il n'y a pas de bons professeurs, mais à cause de d'autres problèmes. Ma deuxième question s'adresse à Sandra et à Robert. Je me pose la question suivante. Dans le domaine du développement international, que ce soit dans le domaine du changement climatique qui est relié au développement, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que vous pouvez évaluer l'incidence pratico-pratique? Comment est-ce que vous pouvez évaluer la réussite ou le succès qui découle de votre recherche? Merci beaucoup, Monsieur Ogomi, Philippe Ogomi. Offrons-nous un soutien pour le renforcement de la capacité des institutions de l'enseignement supérieur? Oui. Comment? Alors, toutes les subventions que nous octroyons sont données en fait à des institutions. La recherche et le renforcement de capacité sont en fait reliés. En faisant de la recherche, on renforce la capacité. Donc là, je parle des subventions. Et ensuite, nous offrons également des prix, des bourses aux jeunes chercheurs pour qu'ils puissent lancer leur carrière, terminer leur doctorat, recevoir un financement pour une recherche donnée. Ça renforce leur capacité, mais ça mène à la fragmentation si on ne fait pas attention. Alors, au cours des années, nous avons appuyé les réseaux, le Conseil de recherche économique africain. Nous donnons des subventions importantes qui sont dépensées selon leurs besoins. Nous avons fait preuve d'innovation, nous avons été assez avant-gardistes et dans 10 ans, notre recherche va être intégrée dans la recherche
principal, habituel. On sait qu'il faut mettre à contribution d'autres acteurs pour appuyer la recherche. Les pays du monde s'intéressent à financer la science pour assurer leur développement. Ce n'est pas annoncé et on ne parle pas de grands montants. On est actif en Afrique, en Amérique latine, par le biais de l'initiative du Science Grant Council. On travaille avec les gouvernements ou les instances qui offrent des fonds à leurs chercheurs pour renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent être des institutions dignes du XXe siècle. Comment choisir les récipiendaires de subventions, comment bâtir une culture d'évaluation, comment assurer la relève, des choses comme ça. Et nous avons constaté que le gouvernement du Canada met sur pied les 2 premières chaires en matière de recherche grâce à notre investissement. Il y a la Commission de sciences et technologies de la Tanzanie qui travaille avec nous pour offrir de l'appui aux ingénieurs. Nous envisageons de l'agrandir par le biais du Think Tank Initiative, qui serait un espace pour offrir des conseils indépendants au gouvernement, à savoir comment développer l'enseignement supérieur de façon plus efficace. C'est un petit effort, on pourrait faire beaucoup plus, mais tout cela démontre le travail réel qu'on fait. Le travail qu'on fait auprès des instances subventionnaires est très avant-gardiste. On le fait avec la participation des institutions de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni. On appuie les gouvernements et les instances nationales pour renforcer leurs capacités. Alors, merci beaucoup. Et j'aimerais demander une autre demi-heure maintenant pour vous expliquer comment on évalue l'adaptation, mais je vais résumer. C'est en fait l'une des questions les plus actuelles avec lesquels nous traitons maintenant dans le domaine des changements climatiques. Depuis 87 à Kyoto, nous voulons réduire les émissions de GES. Ce n'était rien comparé à ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y avait des tonnes de carbone et le prix de ces tonnes. Bon, alors on pouvait mesurer la réduction des émissions ou en équivalent de carbone. Mais maintenant, nous sommes confrontés à l'adaptation. Depuis Paris, l'adaptation et l'atténuation sont au même niveau. Et d'un point de vue du Sud, elles sont complètement mêlées. Il faut l'adaptation et l'atténuation ensemble, de meilleures dispositions pour les pauvres, d'atténuation et d'évaluation. Alors, après Paris, il y a énormément de possibilités pour la planète qui veut travailler sur l'adaptation, pas seulement des investissements en argent, mais en efforts. Alors, comment est-ce qu'Affaires mondiales Canada ou la Banque mondiale ou un investisseur privé peut investir dans l'adaptation au climat? Il veut voir ce qu'il a à mettre et ce qu'il en tirera, pas seulement en termes d'argent, mais aussi en emploi, ce qu'il en tirera en emploi, un nombre de gens qui seront inclus en termes d'hectares de terres arables qui seront conservés. Alors, c'est ça la grande question. Et jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de recherches avec les simples indicateurs qu'on utilise pour la recherche, comme les répercussions directes, le nombre de personnes impliquées. On fait de la recherche financière sur le rendement sur l'investissement, puis on fait de la recherche spatiale sur les superficies, etc. Mise à l'échelle signifie qu'on a des dimensions différentes, des indicateurs différents qui doivent être inclus. Vous avez déjà remarqué que c'est tout un défi et moi, je suis passionnée de la question et je n'ai pas encore la réponse, mais on y travaille. Alors, j'avais invité Sandra de vous parler un petit peu de l'invitation, de l'importance des jeunes pour donner de l'espoir. Oui, j'aimerais revenir sur la question de l'aspect des jeunes, justement, et l'aspect évaluation. Oui, en effet, nous n'avons pas de réponse encore. Comment mesurer l'adaptation, évaluer l'adaptation? Et comme Robert l'a dit, on peut voir combien de gens sont touchés par nos projets. Mais au final, il faut voir ce que ça a eu comme effet sur leur vie. Et ce projet marocain a été mis de l'avant avant que je revienne, il y a environ un mois, il y avait des Canadiens impliqués, des jeunes qui avaient moins de 20 ans.
Et pour eux, ce n'était pas seulement une question d'occuper un espace politique qui était occupé par d'autres auparavant. Non, c'était pour bâtir leur avenir et de changer l'avenir local autour d'eux. Il n'y avait pas seulement quelques-uns, il y en avait plusieurs. Parce qu'on veut pouvoir reproduire les résultats obtenus. Et leur façon de communiquer maintenant, comme jeunes, passionnés, ça peut nous mener bien loin. Et tout cela permet vraiment aux jeunes de s'impliquer et de se préparer un bel avenir. Dernier mot, et Madame la Présidente, parce que la communication est au centre de tout ce que l'on fait pour le public, adaptation, atténuation, ça peut paraître un jargon, mais l'atténuation, c'est tout ce qu'on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On réduit les émissions à la source, la combustion des combustibles fossiles. L'adaptation, c'est tout ce que l'on fait pour s'adapter aux changements qui surviennent. Il y a donc un programme de technologie et l'autre est un programme du facteur humain. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer maintenant. C'était simplement pour apporter quelques précisions sur l'adaptation et l'atténuation. Merci beaucoup, Monsieur Jingle Bell. Merci de toutes vos bonnes questions et merci des belles réponses et des présentations très intéressantes qui nous ont donné un coup d'œil dans le travail que vous faites. Voilà qui marque la fin de la partie officielle du programme ce soir. Merci encore d'avoir été là et d'avoir manifesté votre intérêt pour le travail qui se fait ici et de vos bonnes questions. Alors, restez dans les alentours, posez des questions, discutez entre vous. Frédérico restera jusqu'à minuit pour noter toutes vos questions. Merci encore. À l'année prochaine. Merci.